Alors, je vais animer cette table ronde du haut de mon petit pupitre, parce que, comme vous voyez, on est bien complet sur cette table ronde. J'espère qu'on m'entend bien. La dernière table ronde, il y avait heureusement Emmanuel Font pour donner un petit peu de parité. Malheureusement, et on avait Antoinette Gull qui a malheureusement dû annuler à cause de ses obligations d'élu. Là, malheureusement, je suis très heureuse d'avoir tous mes participants. Et en même temps, un petit peu triste de ne pas avoir réussi à compter une femme. On devait avoir Fabienne de chez Michelin, mais elle est tout à fait honorablement représentée par Bernard Delmas, parce qu'elle ne pouvait pas, malheureusement, se libérer de ses obligations. Bon, vous nous pardonnerez, au moins de manière égale, disons. Alors, on va tout de suite rentrer... On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, à savoir cette table ronde très intéressante sur les modèles économiques, les produits durables, est-ce qu'on peut concevoir, est-ce qu'on peut vendre autrement qu'en cherchant à simplement essayer peut-être de réduire la durée de vie pour pouvoir en racheter et en vendre toujours davantage. Au final, les entreprises, on ne peut pas quand même passer à côté. On peut dire que les consommateurs ont leur part de responsabilité, et c'est vrai, mais les entreprises, en étant responsables de la conception, de la relation avec les fournisseurs, de tests de durabilité, de qualité, des informations qui donnent à disposition des consommateurs sur les pièces détachées, avec leurs services après-vente par exemple, sont responsables de la durée de vie des produits qu'ils mettent sur le marché. Donc, elles sont responsables, donc indirectement aussi, d'obsolescence programmée quand ça arrive. Si on parle bien sûr de manière large, parce qu'on peut parler de l'obsolescence programmée au terme de la loi, mais chez Hop, on aime bien parler d'obsolescence programmée de manière plus large, comme un problème de société, un problème économique, un problème culturel, que je vous invite d'ailleurs à consulter dans notre ouvrage. Mais voilà, donc on parlera ici vraiment au sens assez large. Ça veut dire aussi, si elles sont responsables potentiellement d'obsolescence programmée, elles sont aussi responsables des potentielles solutions qu'elles peuvent mettre en œuvre pour allonger la durée de vie des produits, pour allier l'intérêt des consommateurs, l'intérêt des industriels, parce qu'il faut être dans un modèle rentable, mais aussi l'intérêt de l'environnement, ce qui revient à dire l'intérêt des citoyens d'une certaine manière. Alors... maintenant, on va, avec nos intervenants, parler de modèles, de solutions, parce qu'on a trié sur le volet de bons exemples quand même si on ne leur donnera pas toute la raison, on essaiera un petit peu de les embêter, mais on va dire qu'ils sont quand même assez exemplaires, ce qui reste relativement marginal. Soyons clairs, tout reste à faire. Aujourd'hui, le monde économique est loin de proposer des produits dans la large majorité durables. Donc, on interrogera avec nos intervenants les modèles émergents qui sont a priori rentables, intéressants à mettre en œuvre. Et on voit que c'est des choses qui pourraient se développer, qui pourraient inspirer peut-être des gens dans la salle et bien au-delà. On verra aussi qu'il y a des startups qui ont du fort potentiel. Donc, il y a là un mix relativement intéressant entre des grands groupes quand même majoritaires et une petite start-up, une jeune pousse au bout, que chacun se présentera. Mais Benjamin expliquera le potentiel de son idée à travers sa start-up, parce qu'aujourd'hui, là, si on va parler des grands groupes et de la transition qu'ils peuvent amorcer, il y a énormément de potentiel économique et d'emploi dans des nouveaux modèles que mettent en place en particulier des jeunes qui ont de l'envie et envie d'un futur et d'un travail qui a du sens. Donc on pourra bien sûr développer tout ça. Simplement, je voudrais rajouter qu'on ne se contentera pas ici de dire voilà, chacun fait son modèle, tout est très bien dans un monde parfait. On essaiera vraiment d'aller un petit peu plus en profondeur et d'interroger chacun des modèles au regard des 3 types d'obsolescence programmée, qui sont l'obsolescence technique, l'obsolescence logicielle et l'obsolescence psychologique. Et voir si peut-être on répond à un, mais pas seulement à un autre. On essaiera vraiment d'interroger ça un peu plus profondément. Alors...
Merci. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Philippe Frémaux. Et j'aimerais l'interroger sur, qui se présentera, mais qui est un économiste hors pair, et qui nous donnera ici, peut-être, j'aimerais savoir une vision macro des enjeux sociaux, des enjeux économiques et des risques de greenwashing aussi qui peuvent se mettre derrière ces solutions soi-disant durables. Merci. Merci Laetitia. Bon, je ne suis pas sûr que je vais exactement répondre à ta question. Bon, je suis là, non pas en tant que... je suis éditorialiste au magazine Alternatives économiques, mais je suis plutôt là en tant que président de l'Institut Veblen qui travaille sur les conditions de la transition dans le domaine écologique et social. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites dans la première table ronde, donc je voyais progressivement les différents pans de mon intervention être traités avec talent par les différents intervenants, mais bon, il y a certaines petites choses sur lesquelles on va quand même apporter quelques éléments nouveaux. La première chose qu'il faut rappeler, c'est que alors qu'on nous parle toujours de la civilisation de l'immatériel, que plus de 80% des emplois sont aujourd'hui dans les services, l'humanité n'a jamais autant consommé de ressources qu'aujourd'hui. On consomme à peu près 50% de plus de matière et d'énergie qu'il y a 30 ans. Et ça, pas seulement en raison du décollage de l'Asie, je veux dire. C'est quelque chose qui caractérise aussi nos sociétés. Donc l'urgence d'aller vers d'autres modèles de production et de consommation est évidente au vu des risques que ça fait courir pour notre planète. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent être faites pour effectivement réduire fortement la consommation de ressources en produisant et en vendant autrement. Alors, le premier point sur lequel j'aimerais dire un mot, c'est qu'on est dans un système productif qui est aujourd'hui très paradoxal. Parce que quand on voit les progrès qui ont été réalisés dans la conception et des produits, dans l'optimisation des procédés de production au cours des dernières décennies, finalement, on constate que pour un même usage, pour un même produit, on utilise aujourd'hui beaucoup moins de matières premières et d'énergie parce que les industriels, dans la conception des produits, s'efforcent d'éliminer tout surdimensionnement des pièces, pour supprimer tout ce qui n'est pas absolument nécessaire pour atteindre les performances et les durées de vie attendues. Bon, cette méthode, elle n'est pas nouvelle. Ce qu'on appelle l'analyse de la valeur, c'est né, c'est General Electric pendant la guerre, précisément pour économiser les ressources en matière pour produire notamment des armements. Mais elle s'est progressivement imposée dans tous les secteurs industriels parce que c'est d'abord un moyen pour les industriels de réduire leurs coûts en diminuant les consommations de matière. Et de ce point de vue-là, je pense qu'en termes de gains d'efficacité, de progrès, de fiabilité, quand j'entends parfois une vision un peu complotiste de l'obsolescence programmée dans des débats citoyens, je suis toujours gêné. Moi, j'ai travaillé personnellement pour l'industrie pendant une quinzaine d'années de ma vie et j'ai rencontré tous les jours des directeurs de production, des techniciens, des ingénieurs, des ouvriers, dont le but premier, c'était d'abord de bien faire leur boulot et d'atteindre, sinon la qualité totale, en tout cas le minimum de défauts. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là qui produisent. Et donc, quand on parle de l'obsolescence programmée, il faut à la fois voir toute une série de sujets dont on a parlé, dont on va continuer à parler toute la journée, mais en même temps, il ne faut pas non plus sous-estimer la qualité du travail qui est mené aujourd'hui aussi par les gens qui travaillent dans l'industrie. Alors évidemment, le problème, c'est que dans le même temps, pour développer leurs ventes, c'est là évidemment qu'après ce petit couplet bienveillant, pour développer leurs ventes, les mêmes entreprises font tout pour nous inciter à renouveler régulièrement nos achats, donc tout ce qui a été expliqué. Bon, on a pu parler d'esthétisation de la vie quotidienne pour dire que désormais, non seulement on va changer de vêtements parce que c'est la mode, mais on change aussi de lavabo, on change aussi de voiture, on change de téléphone, bon, on change de plein d'objets parce que la mode change. Je veux dire, les lavabos sont devenus rectangulaires, là où avant ils étaient ronds. D'ailleurs, ils sont plus difficiles à nettoyer, mais c'est la mode, donc tout le monde maintenant a un lavabo rectangulaire dans sa salle de bain. Bon, alors, on a donc énormément de produits qui désormais sont usés avant même, enfin sont remplacés pardon avant d'être usés. Et s'il y a certains fabricants qui font effectivement un argument marketing du caractère inusable ou garantie à vie de leurs produits, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Alors
c'est un renouvellement qui est rendu possible par différents facteurs. Alors, d'autre part, il y a quand même un facteur majeur qui est qu'on a observé au cours des dernières décennies une baisse du prix relatif des produits industriels qui est inouïe. Aujourd'hui, vous pouvez acheter vous allez chez un magasin de bricolage, vous avez besoin d'un appareil pour scier un boulon, vous en trouvez à 10 euros. 10 euros. Bon. J'ai acheté ça moi-même il y a 2 mois. Bon, j'avais besoin de scier un boulon. Vous comprenez que dans ces conditions, vous n'allez pas aller sur le site de partage machin pour aller trouver l'appareil qu'on va vous prêter en faisant 20 km en voiture. Parce que finalement, en plus, le coût final pour vous sera bien supérieur que de simplement acheter ce machin qui est fait en Chine, qui va sans doute durer pas forcément plus de quelques heures d'usage, mais comme j'avais juste besoin de scier un boulon, voilà. Donc c'est effectivement lamentable, j'ai honte de l'avoir fait, mais effectivement, je pense que tous dans la salle, on a dû faire une fois un truc dans ce genre-là. Et donc, on est dans un contexte où le prix des matières premières demeure extrêmement faible parce qu'il est fixé en gros à leur coût d'extraction marginal, ce qui ne rend absolument pas compte du coût réel pour l'humanité en longue période. On a des signaux envoyés par le marché donc, qui nous permettent de continuer à extraire les ressources limitées de la planète comme si le stock était infini. Et puis à côté de ça, on a des procédés de production où on a eu des gains extraordinaires de productivité qui fait que la production des produits neufs est aujourd'hui extrêmement efficace. Alors, il y a évidemment l'aspect délocalisation qui fait qu'on utilise une main-d'œuvre dans des conditions qu'a très bien décrites tout à l'heure Pascal Durand, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il ne faut pas non plus penser que si les produits sont peu chers aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'il y a une main-d'œuvre qu'on fait transpirer. C'est aussi que l'industrie est devenue fantastiquement efficace, y compris pour des produits qui sont fabriqués ici. Et comme dans le même temps, pour les mêmes raisons de ce haute productivité, ça a rendu possible que le coût du travail, que le prix du travail devienne beaucoup plus élevé, il est clair que le coût de réparation est devenu très élevé rapporté au prix des biens. Et le résultat, c'est bien que quand un appareil ménager tombe en panne, il est évidemment souvent moins coûteux pour le consommateur de le remplacer que de le réparer. Et nombre d'appareils sont conçus. Alors, ça peut être une stratégie, mais c'est aussi un constat d'une manière qui consiste à les rendre de fait irréparables parce qu'ils n'ont pas vocation à être réparés. Et comme ça coûte moins cher de faire du collé ou du serti que du vissé, on choisit ce choix en intégrant l'idée qu'effectivement, il ne va pas être réparé. Alors, donc, on a des choix techniques au-delà de la pression du marketing, de la mode, qui, lors de la conception des produits, limitent leur durée de vie, à ce qui semble commercialement optimal aux fabricants. Alors, on pourrait dire que le produit idéal dans cette perspective, ça serait celui qui ne tombe jamais en panne pendant les premières années de vie, ce qui permet aux fabricants d'avoir une bonne image et de ne pas avoir d'ennui avec les distributeurs, surtout si c'est des distributeurs qui vendent des contrats de confiance. Enfin, je pense à personne en particulier, parce que son intérêt, c'est de vendre le contrat, évidemment, de n'avoir jamais à aller chez les gens pour réparer quoi que ce soit. Donc, effectivement, la logique, c'est effectivement d'avoir des produits qui ne tombent pas en panne et puis qui deviendraient inutilisables dès que la génération suivante est mise sur le marché. Oui, la Bugatti des années 20, elle avait un moteur qui tenait 30 000 km et des sièges en cuir qui pouvaient durer 3 générations. L'idéal aujourd'hui de la voiture, c'est qu'effectivement, au bout de 300 000 km et de 10 ans d'usage, tout tombe en poussière. Alors, la vérité, c'est que parfois, ils n'y parviennent pas. Il y a des produits qui sont increvables. Et puis, il y a des produits où vous avez une pièce critique qui tombe en panne prématurément. Parfois, on peut soupçonner qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour éviter ça. Je veux dire, les imprimantes nous le prouvent tous les jours. Et puis aussi, c'est aussi parce que finalement, ils envisagent un renouvellement régulier, ce qui favorise évidemment ce gâchis de ressources. Alors, le problème, c'est que on pourrait tout à fait faire autrement. C'est-à-dire que les industriels, aujourd'hui, savent parfaitement faire des produits qui durent extrêmement longtemps. La fiabilité de certains biens, leur durée de vie, est aujourd'hui extrêmement élevée quand c'est la condition pour s'imposer sur certains marchés. Et la meilleure preuve, c'est que nous, on raisonne sur des produits qui sont essentiellement du B2C, c'est-à-dire des produits que fabriquent les industriels pour les consommateurs. Mais quand vous allez dans les marchés du B2B, c'est-à-dire les produits que les industriels vendent à d'autres industriels, les règles ne sont pas les mêmes. Si vous prenez par exemple un bien d'équipement, un centre d'usinage, il faut que ça résiste à un usage très intensif et très prolongé. L'industriel va évidemment choisir en fonction du prix, mais
il choisira d'abord le produit dont il aura la certitude qu'il respectera les performances attendues. Quand vous avez un arrêt machine dans une usine qui peut coûter très vite des milliers et des milliers d'euros, l'exigence numéro un, c'est la disponibilité du produit. Et si par hasard il a une panne sur une pièce d'usure, effectivement, que cette pièce puisse être réparée dans des délais extrêmement courts. Et le même raisonnement vaut pour tous les composants et les biens intermédiaires qui seront intégrés dans cet équipement. Le fabricant du centre d'usinage, il va exiger la qualité totale de ses fournisseurs de roulement à billes, de moteurs électriques, de réducteurs ou encore de commandes numériques. De la même manière, si vous prenez un produit dont on est tous dépendants parfois, même s'il faudrait en faire un peu moins, qui sont les moteurs d'avion, eh bien, vous avez remarqué quand même, et c'est heureux, que les moteurs d'avion tombent quand même assez rarement en panne, en dépit d'une durée quotidienne d'utilisation qui est très importante, et alors qu'on fabrique des moteurs qui pèsent toujours moins lourd, tout en consommant toujours moins d'énergie. Alors, vous voyez, bon, tout ne fonctionne pas toujours comme ça devrait, mais on voit bien que on est dans une société où à la fois la recherche du profit et la pression de la concurrence peut, dans certains cas, aboutir à avoir des produits qui durent longtemps et qui sont plutôt dans une logique de zéro défaut. Et puis, dans d'autres cas, la logique du marketing, du souci de développer les ventes et d'assurer un renouvellement accéléré, fait qu'au fond, on fait des produits qui ont une durée de vie plus courte, alors qu'on pourrait très bien, compte tenu des progrès dans la conception des produits, des progrès dans les procédés de fabrication, notamment grâce à l'automatisation industrielle, satisfaire des exigences beaucoup plus sévères en termes de durée de vie, parce qu'on sait diminuer aujourd'hui les aléas. Alors, c'est une raison évidemment extrêmement forte pour dénoncer l'obsolescence programmée et le gâchis qu'elle provoque, puisqu'on voit bien qu'on pourrait faire autrement. Alors, je voudrais quand même être nuancé, parce que les industriels, à la fois, n'ont pas tous les torts. Je veux dire, si les biens achetés par les ménages dans l'ensemble n'ont pas la même fiabilité que les biens qui vont être achetés par des industriels, des biens d'équipement achetés par des industriels, c'est aussi pour des raisons qui tiennent à leur mode d'usage. Bon, c'est ce que nous a très bien expliqué tout à l'heure, effectivement, Emmanuel Font. Je veux dire, sur le fait que c'était très difficile de calculer effectivement ce qu'on peut exiger d'un industriel en fonction du mode d'usage de ses produits. Dire les avions sont conçus pour voler 15 heures par jour, les camions sont conçus pour rouler des millions de kilomètres puisqu'ils font des centaines de milliers de kilomètres par an. Et un ménage, vous savez combien il fait de kilomètres en moyenne avec sa voiture par an? 13 000 kilomètres. 13 000 kilomètres. Bon, donc je veux dire, ça ne serait pas logique pour un constructeur automobile de concevoir des voitures, vu leur mode d'usage, hein, qui auraient la même fiabilité qu'un camion, parce qu'elles seraient nécessairement beaucoup plus chères, plus lourdes, ça aurait des effets aussi qui seraient pervers, peut-être sur les consommations d'énergie entraînées par leur propre production. Donc, on voit bien que là, un des enjeux majeurs, c'est bien de changer aussi le mode d'usage des produits. Et c'est là, évidemment, qu'arrive l'économie de fonctionnalité, où le consommateur achète un droit d'usage d'un bien plutôt que le bien lui-même. Les machines à laver que vous allez trouver chez un lavomatique ou dans les caves des immeubles aux États-Unis, hein, où les gens, effectivement, ont un usage en commun des machines à laver, elles sont à la fois plus robustes, elles sont plus chères que nos machines à nous, mais c'est un coût qui est plus que compensé pour chaque utilisateur parce que la durée d'utilisation est plus grande, ce qui réduit au final, effectivement, le coût d'usage pour les utilisateurs de la machine pour chaque lavage de son linge. Bon, c'est un exemple qui montre qu'on peut satisfaire un besoin en achetant le droit d'usage du bien et non le bien lui-même. L'autre solution positive, c'est effectivement, je crois qu'on va avoir cet exemple autour de la table, c'est le développement des locations longue durée assorties de garantie totale, qui incite évidemment les industriels à allonger la durée de vie de leurs produits. C'est des solutions qui permettent de réduire les consommations de matières premières et d'énergie. Alors, toute la difficulté, c'est que si on veut développer l'économie de fonctionnalité, ça suppose évidemment d'agir sur l'expression de nos besoins. Et ainsi, dans le domaine de la mobilité, la voiture individuelle, elle va demeurer plébiscitée par la grande majorité des ménages parce que, de fait, elle est indispensable pour se rendre à son travail, pour faire ses courses, etc. Bon, c'est vrai que quand on vit dans un centre-ville aujourd'hui, dans une grande métropole, il y a de plus en plus de gens qui peuvent se passer d'une voiture et qui le font. Mais vous avez encore en France à peu près les trois quarts des gens, 73% exactement, qui utilisent la voiture pour se rendre à leur travail. Donc, alors, on ne va pas reconstruire les villes tout de suite, mais on voit bien que il y a besoin d'une réflexion sur les modes de mobilité si on veut que l'usage de la voiture devienne un usage plus intermittent et favorise effectivement une logique de location et d'économie de fonctionnalité. Et puis,
c'est clair qu'elle ne peut se développer que dans les domaines où il est possible de substituer à un usage privatif et intermittent du bien, à un usage partagé, plus intense, pour inciter les offreurs de services à proposer des biens plus durables et plus fiables. Bon, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas pour tout. Bon, on ne va pas forcément partager sa machine à café, on ne va pas forcément partager sa brosse à dents ou ses chaussures. Donc l'enjeu pour diminuer la pression sur les ressources, c'est bien d'imposer des normes plus sévères et des garanties aux constructeurs qui soient plus longues, des exigences en termes de réparabilité, la disponibilité des pièces détachées, tout ce qu'on a dit dans la première table ronde très bien, pour inciter les industriels à rendre possible un allongement de la vie des produits, et d'un réusage et une réutilisation. Alors, sur ce point, je conclurai en disant que toutes les initiatives qui sont prises pour permettre d'éviter un renouvellement accéléré en termes de réparabilité, disponibilité des pièces détachées, plan des produits, développement des repair cafés, etc., bon, ça va sans doute dans le bon sens, c'est très sympathique. Je commence à être un peu méfiant quand on commence à se réjouir du développement de multiples petits boulots autour de ça, et qu'on dit on va les défiscaliser, on va diminuer les charges. Je veux dire, finalement, on s'aperçoit que finalement le paradigme néolibéral de la baisse des charges comme solution à tout devient quelque chose de merveilleux quand c'est pour le bon et quand pour le bien et pour l'écologie. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que, compte tenu du prix relativement bas de nombreux produits, le meilleur produit n'est pas seulement celui qu'on peut réparer, c'est d'abord celui qui ne tombe pas en panne. D'où le fait qu'il faut aller sur l'allongement des garanties et effectivement sur l'affichage des durées de vie. Et ça me paraît un enjeu beaucoup plus essentiel, même s'il y en a qui peuvent librement avoir envie de consacrer leur samedi après-midi à aller à leur repair café, faire sur l'imprimante 3D, le petit bout de plastique, etc. Moi, personnellement, c'est pas trop mon truc. Je savais qu'on pouvait compter sur Philippe pour faire une démonstration à la fois pertinente et un petit peu piquante. Donc c'est très bien. Ça a répondu déjà à pas mal de questions et puis ça me donne une transition toute faite pour passer la parole à Joël Tronchon qui va pouvoir développer un modèle que Seb a mis en place, qu'on connaît, j'imagine, tous presque, sur les fameux appareils réparables 10 ans. Qui a fait l'objet d'une grande campagne de marketing. Et la question va être comment est-ce qu'on peut réussir à tenir cette campagne, enfin cette promesse marketing. Dans quelle mesure ce modèle est rentable. Et quand Philippe disait très justement un bon produit, c'est un produit qui ne tombe pas en panne plutôt qu'un produit qui est réparable. Plus ou moins. Enfin, c'est quand même, quand on achète un produit, on aimerait mieux qu'il ne tombe pas en panne. Après, s'il est réparable, c'est mieux que s'il ne l'est pas. Et donc, voilà, pour amorcer cette prise de parole et sur, du coup, cette question de la réparabilité versus la durabilité. Et je la pose tout de suite, comme ça, je n'aurai pas à interrompre. Peut-être un point sur la garantie, puisque les produits sont dits réparables 10 ans, mais garantis seulement 2 ans. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut avoir des éléments sur ces questions? Merci. Mais oui, Laetitia. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, juste pour vous dire, parce que on a vu l'engagement de Seb en disant il y a une campagne marketing, mais en fait, ça, c'est la fin de l'histoire. Hein, c'est le travail, l'aboutissement d'un travail de 10 ans. Et heureusement qu'on l'a fait savoir, ce qui a été d'ailleurs un débat en interne de Seb, parce qu'en réalité, nos produits ils sont réparables depuis assez longtemps. Et on a eu des réticences et des combats en interne pour finir par dire, mais attendez, si on ne dit pas aux consommateurs que c'est possible, comme chez beaucoup de nos concurrents, c'est pas possible, de toute façon, on sera inaudible et on pourra continuer à faire des produits réparables, personne ne les réparera pour de vrai. Et on voyait d'ailleurs le nombre de réparations chez nos réparateurs agréés qui baissait année après année. La filière de réparation et les emplois liés à ça a été tout à l'heure souligné dans la précédente table ronde. Donc le marketing, c'est la fin de l'histoire, hein, et c'est pas l'essentiel, à mon avis. Donc, et puis, deuxième élément de contexte, avant que je vous parle de ce qu'on fait en termes de réparabilité, c'est que ça s'inscrit, la réparabilité, en tout cas nos engagements de réparabilité sur nos produits Seb, dans le cadre d'engagements beaucoup plus larges autour de l'économie circulaire. Et notamment, ça a été évoqué ce matin,
l'éco-conception, bien sûr, on va y revenir, mais aussi surtout ce qui se passe dans le marché du réemploi. On est en train de travailler avec le réseau d'économie sociale et solidaire Envie pour justement travailler sur le réemploi des produits. On a des produits qui nous reviennent aujourd'hui de retour de services après-vente, dont on ne faisait pas grand-chose, sinon on les recyclait il y a encore 1 an et demi. Là maintenant, on travaille avec Envie pour qu'ils puissent être réemployés et d'ailleurs profiter, ça a été dit tout à l'heure à la table ronde, à des personnes qui ont moins de pouvoir d'achat. La question de la pauvreté dont vous parliez est pertinente. Tout le monde ne peut pas se payer un produit neuf. Et donc c'est comment les industriels comme nous, on rend possible des marchés de l'occasion à des tarifs intéressants. Et je peux vous dire, ça ne cannibalise pas parce que ça peut être le sujet de la rentabilité et du chiffre d'affaires généré, ça ne cannibalise pas. C'est même très bon pour la marque. Hein, si on raisonne business. Ce sera, je pense, des questions qu'il y aura tout à l'heure dans la salle. Donc voilà. Et puis aussi le recyclage. Après, on répare. Puis à un moment, comme ça a été dit aussi ce matin, ça devient plus très intéressant de réparer un produit qui a peut-être 15 ans d'âge et dont, d'ailleurs, l'impact environnemental en termes de consommation énergétique, par exemple, est préjudiciable à l'environnement par rapport à la nouvelle version qui est meilleure de ce point de vue-là. Donc le recyclage, c'est aussi important. Donc voilà. Ce que je veux dire, la réparation, c'est pas la solution à tout. C'est parce qu'on travaille sur l'ensemble des étapes de cycle de vie et à réduire ses impacts environnementaux qu'on fait une politique un peu responsable en matière de produits. Alors la réparabilité, donc déjà, donc c'est un travail de longue haleine. Avant de dire les produits SEB, on met un logo dessus et c'est marqué 10 ans réparable minimum. Donc en fait c'est 10 ans, si vous achetez un produit SEB aujourd'hui, c'est le minimum 10 ans. C'est qu'en fait vous l'achetez, si demain, le lendemain où vous l'avez acheté, on arrête la fabrication du produit dans nos usines, puisqu'on a des usines, contrairement à d'autres de nos concurrents, et évidemment, ce qui est une condition aussi de la réparabilité. Et donc, le produit s'arrête en fabrication. On vous garantit la mise à disposition, et c'est très important, ça a été souligné ce matin, la mise à disposition pendant au moins 10 ans de pièces détachées qu'on produit, qu'on stocke et qu'on commence même maintenant à expérimenter en impression 3D. Parce qu'en fait, il y a un moment, la logique aussi économique fait qu'on peut pas, on a 6 millions de pièces détachées stockées dans un entrepôt. Alors c'est sympathique, mais c'est pas un musée non plus. Donc voilà, donc il y a un moment, vu qu'on a quand même un nombre de produits importants vendus, on peut se dire que les pièces détachées à faible rotation, on peut peut-être les imprimer en 3D, et de sorte à ce qu'elles soient justement disponibles ad vitam aeternam quasiment. Et c'est ce qu'on est en train de tester avec des consommateurs, avec des pièces à impression 3D, dont on est en train de tester les propriétés mécaniques, parce que c'est bien joli d'imprimer 3D, mais il ne faut pas que ça tombe en panne ou ça génère des problèmes chez le consommateur qui les utilise. Ce qu'on est en train de tester, ça marche pour l'instant plutôt pas mal. Donc on l'étendra après. Voilà. Alors, donc, du coup, pour faire des produits réparables, c'est éco-conception. Ça, c'est le gros travail de cahier des charges, hein, pour être très clair, de nos labos, recherche, développement et marketing. En clair, on évite les matériaux au mélange. On évite, on conçoit des sous-composants qui soient isolables, facilement démontables, donc les vis, etc., bannir le collage. Tout ça, c'est dans nos cahiers des charges marketing et recherche et développement. C'est pas juste, on va faire des produits réparables, on fait une campagne marketing. Donc, éco-conception des produits. Et oui, ça passe par des temps de production plus longs, des coûts matières plus importants. Oui, des fois, oui. Mais c'est un investissement. Donc, éco-conception. Et puis ensuite, après, il y a est-ce que les produits sont réellement réparés? Parce que c'est bien joli de dire que les produits sont réparables, et à quelles conditions on favorise la vraie réparation? Il y a une condition très simple, c'est la baisse du prix des pièces détachées. Il y a beaucoup de fabricants qui continuent, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore beaucoup, qui continuent à vendre et à faire une marge importante sur le commerce de pièces détachées. Tant que vous êtes dans ce modèle-là, vous ne poussez pas vos consommateurs à réparer et vous ne pérennisez pas d'ailleurs le business de vos réparateurs. Je dis vos réparateurs, ce n'est pas les nôtres, on travaille avec des réseaux de réparateurs qui sont agréés, mais qui ne sont pas la propriété du groupe SEB. Donc, pour qu'ils puissent vivre, ce qui est la condition de notre engagement de réparabilité, il faut quand même qu'on leur facilite la vie en baissant le prix des pièces détachées. Donc ça, c'est très important. Et puis après, en les livrant relativement rapidement. D'où l'idée d'avoir des entrepôts. On en a un en France qui couvre l'Europe. On vient d'en ouvrir un à Hong Kong qui couvre l'Asie, puisque cet engagement de réparabilité, il n'est pas que français. Ça, c'est important. Il est mondial. On a encore un petit souci aux États-Unis qu'on est en train de régler. Ce n'est pas l'appétence du consommateur américain sur les produits réparables en dehors de nos amis de iFixit, ce n'est pas vraiment encore bien ancré, mais
On y travaille, mais c'est la dernière poche de résistance. Mais sinon, ça répare dans le monde entier. Et ça répare même dans des pays émergents, beaucoup plus que dans les pays matures. En Amérique latine, nos produits sont réparables depuis 20 ans. Voilà. Et donc, il y a aussi des aspects culturels et de mode de consommation qui sont importants. De niveau de vie aussi, parce que c'est une nécessité de réparer en Amérique latine, dans beaucoup de pays, vous avez raison. Donc voilà, donc tout ça fait que voilà comment on répare. Donc baisse des prix des pièces détachées, bien sûr. Livraison relativement rapide, parce que quelqu'un qui va attendre 15 jours sa pièce détachée, le consommateur, il va changer d'avis. Alors, pour répondre à votre question, qui est inclus sur la garantie. Alors la garantie, nous, on est assez prudent, pour 2 raisons. La première raison, c'est que la garantie, c'est pas le gage du tout que vos produits ne soient pas échangés contre des produits neufs. Et dans les faits, c'est le cas. C'est-à-dire que plus vous êtes dans les pays, notamment anglo-saxons, et on les voit revenir, dans les pays où la garantie est très longue, les consommateurs et aussi certains distributeurs ont aussi mis dans la tête des consommateurs qu'on pouvait, panne ou pas panne d'ailleurs, parce que c'est un autre sujet, c'est que les produits qu'on retrouve nous dans nos retournés sous garantie par nos distributeurs ne sont pas tous en panne. Hein, ils ne le sont pas tous. Il y en a même 20% qui ne sont pas en panne. Il faut juste le savoir. Heureusement, nous, on fait un travail sur ces produits-là et on leur redonne une seconde vie. Mais enfin, ça pose quand même des questions. Donc ça, c'est un des effets pervers possibles de la garantie. Et puis, l'hypocrisie de la garantie, c'est de dire les produits sont garantis très longtemps, mais en fait, tous les constructeurs vous les échangent contre des produits neufs parce qu'ils ne veulent pas s'embarrasser à mettre à disposition des pièces détachées pendant des temps si longs, voire même à s'embêter à faire l'éco-conception pour que les produits soient réparables. Donc, la garantie, c'est pas la solution à tout. Voilà. En revanche, faire des produits de qualité qui ne tombent pas en panne, ça, c'est la réponse à tout. C'est-à-dire que le b.a.-ba avant de réparer, là je vous rejoins, c'est la qualité. Et nous, on a fait des efforts. On n'était pas parfait et on l'est toujours pas. Mais je vous donne un chiffre très précis. Il est public, donc il n'y a pas de honte. Hein, au contraire, c'est plutôt une amélioration. Depuis 2009, on a divisé par 2 le taux de produits, le taux de qualité, divisé par 2. Le taux, on l'a mesuré avec les pannes sous garantie, on l'a divisé par 2 depuis 2009. Ça veut dire qu'on y travaille. Le taux de panne. On a divisé par 2 depuis 2009. Donc c'est beaucoup. Alors, on peut me dire que c'était énorme Non, c'était pas énorme, mais en pourcentage, ça fait beaucoup. Donc on a divisé par 2. Donc on continue. On a augmenté aussi, ça se voit pas, mais d'ailleurs on le communique très mal, je pense. C'est ce que nous disent certains consommateurs. On communique pas assez sur les tests d'endurance qu'on fait subir à nos produits. On leur fait subir des choses qu'aucun consommateur n'oserait leur faire subir. Et ce n'est pas que des cycles d'utilisation. On les jette, on les torture, hein, vraiment. Donc c'est des choses qui ne sont pas vues ni expliquées, peut-être assez bien par nous, mais c'est des choses qu'on fait. Donc du coup, il y a les niveaux d'exigence qualité qui montent année après année. Et ça, c'est extrêmement important. Et parce que pour nous, en tout cas, fabricants, la qualité, c'est ce qui permet déjà de construire l'image de marque. Et à l'heure du marketing, des réseaux sociaux, du digital, le côté viral d'être une marque de mauvaise qualité, c'est dévastateur. C'est-à-dire que ça peut marcher 2 ans, mais au bout de 2 ans, le taux de réachat, la fidélité des consommateurs à vos marques, elle va tomber, et ça on peut le mesurer aujourd'hui encore plus avec le marketing digital. Donc aujourd'hui ça va plutôt dans notre sens de la lutte contre l'obsolescence programmée. Il y a plutôt une prime aujourd'hui aux marques et aux fabricants qui proposent des produits de qualité avec une durabilité des produits. Encore faut-il le faire savoir. C'est pour ça qu'on en vient au marketing. C'est casser les codes dans la tête des consommateurs, comme quoi les produits de petit électroménager ne sont pas réparables. Ils le sont. C'est parfois compliqué. Parfois, il y a un coût. D'où les idées de TVA réduite, etc. Mais il faut casser l'idée du fait que c'est pas impossible et de donner accès aussi aux consommateurs, leur donner le mode d'emploi. Comment on peut réparer? Où vous pouvez réparer? Où est le réparateur le plus proche de chez vous? Autant de contenu qui était enfoui dans nos sites internet il y a encore 2 ans et qu'on a remonté dans nos sites de marque de plus en plus pour qu'en 2 ou 3 clics, on puisse à peu près repérer le réparateur agréé qui peut réparer votre produit Seb, Roventa ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça c'est important, le faire savoir, ça participe aussi du mouvement
contre l'obsolescence programmée, parce que les consommateurs ont intégré que certains types de produits n'étaient pas réparables, c'était même pas la peine qu'ils se posent la question. Donc le combat ne fait que commencer, et c'est là où la communication doit être poursuivie, parce que c'est pas parce qu'on a fait une campagne et qu'on met un logo disant réparable sur un produit que tous les consommateurs vont venir réparer demain matin. Donc il faut continuer à le faire, il faut soutenir nos réparateurs agréés de plus en plus, les former, leur proposer aussi des innovations. On est en train de travailler avec certains d'entre eux, en tout cas des pilotes, pour qu'ils puissent faire eux aussi promouvoir l'auto-réparation. Donc en fait, on les transforme un peu en repair café, mais avec l'aide d'un professionnel, vous pouvez venir chez certains de nos réparateurs agréés, et ils vous aident, et ils vous conseillent, et vous pouvez réparer vous-même avec les bonnes pièces détachées. Donc c'est des choses qu'on est en train de faire. Je sais que le GIFAM fait des choses aussi en matière de repair café et de centres d'auto-réparation. Et puis, il faut aussi aider le consommateur, et je termine là-dessus. La réparation, c'est quand il y a panne. Mais en fait, il y a plein de manières d'éviter la panne, notamment en informant avec des tutoriels, des didacticiels en ligne, les consommateurs sur des gestes classiques d'entretien. Je vous donne l'exemple plus classique. Une des pannes classiques dans les fers à repasser, c'est l'encrassage avec le calcaire. Bon. Ça, il y a des moyens de décalcariser le fer que chacun de nous peut faire. Simplement, on l'expliquait pas très très mal il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on explique dans nos notices, mais surtout dans des vidéos possibles sur nos sites de marque, comment on peut entretenir mieux et faire de la maintenance préventive des produits. Et je pense que là, on a une responsabilité, nous, fabricants, de mieux expliquer à l'avenir à nos consommateurs comment on prend soin de ces produits. Alors, bien sûr, il y a de la symbolique de consommation, mais il y a aussi comment on prend soin. Voilà, je termine là-dessus. Merci beaucoup. On compte sur Journée des Sarts pour les bons jeux de mots. D'ailleurs, c'est prise de risque. on a salué iFixit. Je crois qu'ils sont parmi nous aujourd'hui. Ils peuvent faire coucou pour qu'on les identifie. Non ? iFixit, ils sont là-bas. Ouais, bravo pour ce que vous faites. Alors, ça me donne une transition assez bien trouvée pour Jean-Pierre Malongo, qui va pouvoir nous parler aussi calcaire, éco-conception et garantie, puisque donc, Jean-Pierre Malongo, président de pardon, société, Jean-Pierre Blanc. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pardon. Ah, mais je suis souvent associé à la marque, ça va. Désolée. Donc voilà, Malongo, assez exemplaire sur un type de cafetière en particulier dont il va pouvoir nous parler. Notamment, ce qui nous intéresse ici, c'est la stratégie d'éco-conception qui a accompagné cette cafetière en particulier, les difficultés que cela a posées, et les leviers qui ont permis peut-être de résoudre certains problèmes. Et puis mettons tout de suite les pieds dans le plat. On a ensuite, après l'apparition de cette super cafetière, garantie 5 ans, avec toutes les pièces détachées, nous on dit super. Et on a des retours consommateurs, comme quoi il y a des problèmes, des plaintes, etc. Donc on va tout de suite désamorcer le problème pour en parler et savoir, justement, c'est pas facile de faire des produits éco-conçus, de se lancer avec des nouveaux produits. Forcément, on l'a vu là récemment avec le Fairphone aussi, il y a des ratés. Parlons-en et essayons de voir comment est-ce qu'on peut relever ces défis, parce qu'il ne faut pas que ça devienne un frein pour des nouveaux à vouloir faire également ce genre de choses. Et puis un petit point particulier sur la garantie. On a vu avec Seb qu'il y a une certaine frilosité. Ça n'a pas été le cas pour Malongo, qui a voulu garantir ses produits 5 ans. Donc, qu'est-ce qui peut justifier ce choix ? Et puis, une question par rapport à cette cafetière. Je crois qu'elle n'est pas spécialement vendue dans les grands réseaux de distribution. Donc, pas forcément facile pour tout à chacun de se la procurer. Pourquoi ce problème-là ? Merci. Bon, je parlerai sans tabou. Parce qu'en fait, il y a deux mots que je retiens sur l'obsolescence programmée. C'est d'une part une certaine naïveté sur le sujet que j'ai vécu,
et une très grande complexité du sujet. Donc pour bien me positionner, donc nous ne sommes pas fabricants de machines au départ, nous sommes torréfacteurs, donc on fait du café torréfié, on est très disons, on travaille beaucoup avec les coopératives de petits producteurs, donc avec le commerce équitable, l'agriculture bio, donc une grande sensibilité à ces problèmes d'environnement depuis très longtemps. On a créé, c'est pour la machine après, donc un système de doses individuelles, puisqu'aujourd'hui c'est la mode, hein, ça représente 50% du marché de la consommation, en papier naturel, donc, alors que toutes les autres sont ou en plastique ou en aluminium. Donc on a travaillé très en amont sur ces sujets. Donc il y a 10 ans, j'ai retrouvé mes notes sur le sujet. Donc le cahier des charges que je m'étais donné, moi, pour l'obsolescence programmée, ça date de 10 ans. Donc je voulais quoi? Je voulais une garantie 5 ans. Alors, c'est à la fois, l'histoire de la garantie 5 ans, c'est intéressant parce que c'est à la fois pour le consommateur, hein, pour lui dire, vous achetez pas une machine pour la jeter, donc vous êtes sûr que vous n'aurez aucun problème, pas que vous n'aurez aucun problème, mais on va résoudre les problèmes pendant les 5 années qui suivent, et pour nous-mêmes, pour nos équipes, de dire, à vous de vous démerder pour faire des produits qui durent. Parce que la grande difficulté, ça va être de trouver cette adéquation. Ensuite, on a travaillé sur l'éco-conception, qui faisait partie du cahier des charges, les économies d'énergie, une machine montable et démontable sans aucune vis, sans rien, c'est-à-dire absolument un jeu de Lego, tac, 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 tac. Quand on a l'habitude, ça va très vite. Un design qui est intemporel, qui était l'idée pour garder la machine très longtemps. Et ensuite, la localiser en France. Alors c'est là où ça a été la galère. Et bien entendu, modifier les rapports au mode d'achat, c'est-à-dire passer par un mode non pas de location, mais par un mode d'abonnement. C'est-à-dire la machine, prix public, elle vaut 150 €. En abonnement, elle vaut 6,50 € par mois pendant 24 mois. Le client en est propriétaire. Ça fait à peu près le même prix que s'il achetait. Pour justement renverser le rapport à l'acte d'achat et à la difficulté d'acquérir une machine plus chère par rapport aux machines du marché, puisque à l'époque, il n'y avait pas encore la grande compétition sur ces appareils à dose individuelle, puisqu'aujourd'hui, la grande compétition, c'est qu'ils sont quasiment vendus en promotion, donc en provenance de Chine. Nous, on en fait aussi, parce que le marché, il est sur le consommable, il est plus sur la machine à café. Donc, une grande complexité dans l'approche économique, si vous voulez, du produit. Alors la galère de l'obsolescence programmée pour le fabriquer en France, il est simple. À part nos excellents amis de SEB qui ont des usines pour un certain nombre de produits, qui fabriquent très bien, donc, mais eux ils sont à part parce qu'ils sont autonomes. Tous les fabricants ont disparu de France, c'est-à-dire il n'y a plus rien. Donc quand on a voulu fabriquer en France, on a fait le tour des possibilités, on est tombé sur des sociétés en voie de liquidation, sur un certain nombre de choses. Donc on a démarré avec ça. Avec des galères, parce qu'évidemment, il n'y avait pas les équipes techniques qui étaient suffisamment fortes. Il y avait des connaissances, mais pas suffisamment. Donc j'ai dû créer, parce que je m'accroche et je ne lâche pas, un bureau d'études. Maintenant, j'ai 5 ingénieurs pour l'amélioration du développement uniquement dans cette partie machine à café. J'ai 5 personnes au contrôle qualité parce qu'on veut contrôler toutes les productions de A jusqu'à Z. Et on a bâti un système un peu... Donc j'ai galéré, j'en suis au 2e fabricant. Bon, ça s'est bien passé un peu mieux, mais c'est toujours des fabricants qui sont fragiles. Et donc on a cette grande difficulté que le tissu industriel français a disparu, et notamment les sous-traitants, et notamment sur la complexité sur les composants à trouver pour avoir des composants qui tiennent, puisque dans une machine à café, aussi petite qu'elle soit, il y a quasiment 200 pièces différentes, donc il faut pouvoir injecter, il faut pouvoir acheter des pièces complémentaires. C'est très compliqué, et même si chaque pièce est analysée dans son même détail au 10e ou au 100e, et bien quand vous additionnez les risques de panne, et bien vous arrivez à des taux de panne qui peuvent être importants. Donc je reviens au consommateur parce que c'est vraiment le sujet majeur, et je réponds en partie à votre question. Nous, ce que nous avons voulu au départ, c'est de dire, parce qu'on s'est rendu compte, on a fait le tour au début aussi des réparateurs en grande distribution et tous ceux qui existaient sur la France, mais c'est strictement impossible pour un produit qui n'est pas vendu à des centaines de milliers d'exemplaires ou à des millions d'exemplaires, que le dépanneur, il ait les pièces détachées à Brest, il ait des pièces détachées à Lorient, à Nice ou ailleurs. Donc, on a fait le pari différent, c'est qu'on a dit,
tout le dépannage va se faire chez nous. Et on monte un système d'accueil téléphonique en France où le consommateur va appeler et on lui remplace sa machine, on la lui répare ou on lui change en fonction du type de panne en 24 heures ou 48 heures. Parce que quand on est sur certains produits, on ne peut pas attendre 10 jours que le produit soit réparé. Parce que vous n'avez plus de machine à café, vous n'avez plus de réfrigérateur, ben vous êtes bien obligé de le remplacer à un moment donné. Donc on a réinversé ce problème avec un coût bien entendu qui est extrêmement important. Mais ce qu'on voulait par-dessus tout, c'est que le consommateur soit satisfait. Et effectivement, on a eu pendant la première période, après je vais vous raconter comment on s'en sort et on s'en est sorti, des galères de panne et des clients à qui on a réparé ou changé les machines plusieurs fois. Nous, on a des clients, ils sont devenus les plus fidèles, en fait, ça qui est extraordinaire, parce qu'on a répondu à leurs problèmes. On a changé 6 fois leur machine. C'est vous dire. Donc ça, je veux dire, on s'en cache pas, je veux dire, c'était la réalité. Et ces clients-là, après, on leur a dit, écoutez, on va vous trouver une autre solution, on va vous mettre une autre machine, etc. Non, ils ne voulaient pas. Parce qu'en fait, le fond du sujet avait été très bien perçu, c'est-à-dire que tout ce travail que l'on faisait sur l'amélioration de la qualité, ils le comprenaient très bien. Ce qu'ils voulaient, c'était évidemment avoir la machine à café pour faire le café le matin. Donc, on est arrivé à un domaine, donc on a travaillé sur les amélioratifs, etc. Et sur les composants, sur les pièces injectées, sur les cumuls de variations de tolérance sur les matériaux, sur un tas de choses que vous connaissez bien et qui ne sont pas faciles. Hein. On dit Yaka Faucon, mais c'est vraiment très, très compliqué. Et aujourd'hui, donc, on a sécurisé l'ensemble puisque nos machines, on les a testées vraiment en utilisation continue, en les jetant du haut du parvis, etc. Et surtout en continu. Et donc, nos machines, elles sont garanties maintenant 15 000 cycles de café, c'est-à-dire pour une consommation moyenne de 600 cafés par an. Cette machine, théoriquement, peut durer 25 ans. Donc c'était l'idée, c'est je veux me sortir absolument, et je rejoins ce que disait monsieur, c'est une machine qui ne tombe plus en panne, c'est là où je vais faire des économies, c'est là où je vais satisfaire le consommateur, et je me mets la pression à moi-même, parce que je veux que mon consommateur soit satisfait, je ne veux pas que ce soit lui qui paye les frais de ma naïveté initiale au départ, puisque je pensais que c'était relativement facile de trouver dans le paysage français des industriels, des sous-traitants, des composants, etc. Donc j'ai vécu le pire, j'ai vécu la galère, mais avec ce que nous avons mis en place, nous avons pu relancer ces machines et cela rentre maintenant dans un nouveau plan de développement en direct. On est en train d'explorer la voie de la grande distribution. La difficulté, vous la connaissez, c'est la loi LME. C'est le fait que les produits peuvent être bradés. Donc le but aussi, c'était de faire prendre conscience qu'un produit doit être vendu à son juste prix. Et son juste prix, celui-là, c'était 150 €. Donc je ne veux pas voir cette machine vendue à 100 € en cassant le marché, en cassant les idées que l'on a essayé de développer et qui nous ont coûté beaucoup d'argent. Mais c'est un travail que l'on fait en communication avec la grande distribution. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine maturité sur le sujet. Donc, toutes ces galères que nous avons vécues, nous les avons transformées, je l'espère pour le futur, en gains et surtout avoir fait avancer le débat sur à la fois la garantie qui ne doit pas être un gros mot, ça fait peur parce qu'effectivement, 5 ans, ça peut coûter beaucoup d'argent, mais ça nous oblige nous aussi à être perfectibles et à répondre à la demande du consommateur. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à la parole à Benjamin Blanchard qui va pouvoir développer un petit peu sa solution à lui. Avant de donner la parole, vu qu'on a vu qu'il y avait des grands groupes et et des plus jeunes startups, je voudrais savoir si vous pouvez lever la main ici dans le public, les gens qui travaillent dans des entreprises, dans des startups ou en lien direct avec des entreprises, pour voir un peu la place des entreprises ici dans le colloque. Comme vous le sentez. Ok, bon, bah ça montre quand même une bonne proportion. Alors, ça nous a tenu à cœur de ne pas parler que des grands groupes, mais aussi des plus jeunes innovations. Et là, on a un modèle intéressant concernant la réparation. Et puis, donc ça donne des outils pour le consommateur à être plus autonome dans sa réparation.
Mais j'aimerais savoir aussi ce que pense Benjamin du fait que si on autonomise beaucoup les consommateurs dans la réparation de son produit, certes, il peut gagner du temps, mais dans le cadre d'une garantie, par exemple, c'est censé être un service gratuit. Or, si on incite fortement le consommateur à le faire lui-même, c'est quelque part du travail qu'il fournit lui-même. Donc, cette petite question, voilà, c'est la petite piqûre que je te lance. Mais voilà, on a hâte de t'entendre sur ta solution dans la réparation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Benjamin Blanchard, je suis l'un des fondateurs de Cobble. Alors, nous, on n'est pas fabricants, on travaille avec les fabricants sur leur service après-vente, leur service client. L'idée, c'est de transformer le SAV, qui pour l'instant est perçu comme un centre de coût, en un levier, un facteur de différenciation du point de vue du consommateur. Donc, je vais répondre à ta question un peu plus tard, pour d'abord développer le projet. Ce qu'on fait en fait, c'est que notre lutte contre l'obsolescence, elle réside dans le fait d'aligner l'intérêt entre le consommateur et le fabricant. Comment ça se passe? En fait, il faut un peu raisonner comme Blablacar, comment Blablacar a fait pour finalement faire que des gens acceptent des inconnus dans leur voiture. C'est un peu le même type de raisonnement en fait. Comment faire en sorte que le fabricant soit intéressé dans le SAV, dans l'acte de réparation. Du coup, il faut un peu changer de posture et essayer de voir le service après-vente comme en fait une source énorme d'apprentissage. Du coup, ce qu'on fait actuellement, pour l'instant, c'est que on fait ça avec des outils numériques, comme toute bonne start-up. On met en place un système, une application web pour optimiser déjà toutes les opérations courantes du service après-vente. Donc, comme l'a dit Laetitia, vous allez retrouver tout ce qui est bonne pratique sur un produit, tout ce qui est diagnostic pour identifier la panne, tout ce qui est intervention, tutoriel de réparation pour les cas les plus simples, quand il n'y a pas trop d'outillage, etc. Et dès qu'il faut prendre rendez-vous, une interface un peu plus sexy pour arriver à prendre rendez-vous simplement, un peu à la Doctolib d'ailleurs, c'est un peu le même système qu'avec les médecins. L'idée déjà, c'est d'optimiser Doctolib, d'optimiser tout ça. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est que déjà, on gagne du temps, on optimise les opérations, mais surtout, on maintient le lien avec le consommateur. Parce que souvent, ce qui se passe en tant que fabricant, c'est qu'on vend ses produits via des distributeurs, et une fois qu'ils sont vendus, on ne sait plus où ils sont, on ne sait plus comment ils sont utilisés. Donc, pour essayer d'améliorer la réparabilité, la durabilité du produit, on va faire des tests, on va un peu surdimensionner le produit, mais on ne va pas être très fin dans la compréhension de l'usage du produit. C'est la différence entre la durabilité et la durée d'usage. Donc nous, l'avantage, c'est que vu qu'on récupère ces informations aussi, finalement, on arrive à maintenir ce lien entre le fabricant et le consommateur. Et une fois qu'on a un volume suffisant de données, on peut commencer à penser, à imaginer avec le fabricant à des services additionnels. Donc c'est là qu'on le transforme, le SAV, en quelque chose qui était un centre de coût, en vraiment un facteur de différenciation. Ça peut être de la disponibilité de pièces détachées, avec de la production de pièces détachées, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'impression 3D, mais il y a plein de sous-domaines dans l'impression 3D, notamment vous pouvez faire de l'impression pièce à pièce, mais si vous avez un petit volume pas trop élevé, vous pouvez imprimer le moule en 3D et faire de l'injection classique. On peut flexibiliser le système de production de ces pièces-là, puis proposer éventuellement une garantie, par exemple, prise en charge moins de 24 heures, voilà, tous ces services premium, jusqu'à aller à du service produit, qui est un peu le Graal ultime, c'est-à-dire l'économie, on en a parlé, l'économie de la fonctionnalité, où là, carrément, vous louez le produit et donc vous êtes responsable de son bon fonctionnement, donc vous avez intérêt à avoir un système logistique béton, globalement. Et pour répondre à la question de Laetitia, alors effectivement, on nous a souvent posé cette question où on se dit finalement, pendant une période de garantie, pourquoi moi en tant que consommateur je répare ou je réparerai. On pense qu'en fait ce raisonnement, si on le maintient, tout le monde est perdant. Je m'explique. Globalement, le fabricant évidemment puisqu'il fait intervenir quelqu'un, la planète puisque finalement il y a un déplacement pour rien, et le consommateur parce que quand c'est une intervention très facile, il n'a pas forcément envie de poser une demi-journée pour accueillir le technicien chez lui. Il faut savoir qu'il y a souvent un taux de ce qu'on appelle un taux de bon du premier coup, c'est-à-dire que le technicien il vient souvent une fois pour rien, parce qu'il a mal diagnostiqué la panne ou il n'a pas le bon outillage.
Donc nous, on va essayer déjà d'affiner un peu cette compréhension du problème de la panne pour avoir des interventions plus efficaces, voire les éviter quand elles ne sont pas nécessaires. Voilà, je suis allé un peu vite. Mais... Merci. On va poser les questions à la fin. Ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet. On a 4 clients actuellement et on cherche à se développer. Voilà. Et on leur souhaite beaucoup de courage et de chance. Alors, sans plus tarder, pour essayer de maintenir un peu le timing, on va demander à Bernard Delmas de prendre la dernière prise de parole sur la stratégie Michelin, concernant à la fois l'économie de la fonctionnalité, puisque c'est un exemple assez historique et à la fois très intéressant, et sur des stratégies peut-être mises en œuvre actuellement pour promouvoir l'allongement de la durée de vie, en particulier des pneus. Je sais qu'apparemment il y a des questions de millimètres de pneus et de savoir pourquoi est-ce que vous battez pour garder des pneus qui pourraient durer plus longtemps dans le temps, et pourquoi ces questions se posent par rapport à la concurrence, etc. Et des petites questions un peu plus précises sur le rechappage. J'imagine que vous allez en parler. Apparemment, c'est une technique qui existe de moins en moins pour les particuliers. Pourquoi? Est-ce qu'on pourrait envisager que ça redevienne la mode à l'avenir? En termes de pneus, parce que on utilise l'économie de fonctionnalité dans une certaine mesure, est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée sur ce que ça représente en termes de pneus économisés, de matières non produites, puisqu'on sait que les pneus sont quand même pas les moins polluants, et justement en termes de fin de vie, peut-être si on peut avoir quelques éléments sur qu'est-ce que devienne un pneu vraiment quand on l'a usé jusqu'au bout du bout. Et à part ça. Merci. Merci Laetitia, et je vais essayer de couvrir tous ces points. Alors effectivement, les pneumatiques, c'est pas utilisé que sur les véhicules. Ça sert à beaucoup de choses dans la vie courante, et je ne vais pas couvrir tous les domaines de recyclage du pneumatique. Ils sont extrêmement nombreux. Je voulais juste dire que... Il faut bien parler dans le micro pour qu'on entende et que la vidéo capte. Pardon. J'espère qu'il est... Oui, il marche, oui. Normalement, il marche, oui. Oui. Je voulais dire que, d'abord, Michelin s'inscrit depuis très longue date dans l'économie circulaire. Et je vais le résumer en quelques principes. C'est ce qu'on dit chez nous depuis très longtemps, c'est que ce qui est bon pour la société doit être bon pour Michelin. C'est la meilleure façon de s'inscrire dans une économie circulaire respectueuse des intérêts de tous les participants à l'économie et à la société. Et alors, quand on le décline, ça va vers une stratégie qui, sur le plan économique, de la valeur de ce qu'on fait, et plus sur la question justement de la valeur, de l'innovation, de la qualité, que sur une pure stratégie de volume. Ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement inscrit dans la stratégie de l'entreprise. Alors, je vais faire écho à quelques grandes révolutions dans l'industrie du pneumatique, que sont le pneu radial, qui a été une innovation qui est rentrée dans les marchés après la Deuxième Guerre mondiale et qui a révolutionné cette industrie en apportant des produits qui duraient 2 fois, 3 fois plus que les pneus d'avant. Et ça a été une grande révolution dans tout le secteur de la mobilité. On pourrait citer également plus tard, dans les années 90, l'arrivée des pneus que Michelin a mis sur le marché, le premier, que sont les pneus dits verts, qui permettaient des économies de carburant, puisque le pneumatique, selon les types de véhicules, selon les usages, contribue énormément à la consommation et donc indirectement à l'émission des CO2. Le pneu n'émet pas de CO2, mais il contribue à la consommation du véhicule et donc est un contributeur à la génération du CO2 et de toutes les autres émissions que le véhicule peut faire en roulant. Je pense que la question de l'économie de la fonctionnalité est pour nous fondamentale. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on fait dans le domaine pour aller justement dans le sens de ce qui a été déjà évoqué, pour remplacer un acte d'achat, tout simplement, une transaction entre un fabricant, un distributeur et un consommateur, vers quelque chose de beaucoup plus vertueux pour tout ce qui est, j'allais dire, l'économie circulaire. Avant de rentrer dans les exemples, on a également développé chez nous un concept qu'on appelle le 4R, que je voudrais juste évoquer ici, et je ne couvrirai pas tous les points, mais
pour essayer d'englober tous les aspects de l'économie circulaire. Et ces 4 R, c'est les 4 R des mots suivants. Alors, ce sont des mots anglais qu'on utilise, c'est plus facile pour l'internationaliser. C'est reuse, renew, recycle et reduce. Alors, je ne vais pas vous parler des 4, mais je vais vous en parler de 2 plus particulièrement, que sont reduce et renew. Et renew, c'est le fameux rechapage des pneus. Et le reduce, c'est l'augmentation de la durée de vie des pneus. Alors, on pourrait aussi parler du recycle, on pourrait parler aussi du reuse. Bon, on ne va pas pouvoir tout couvrir dans un laps de temps aussi court. Une des applications qui a permis de vraiment travailler à l'amélioration, je dirais, à la fois économique, de la performance économique de nos produits, mais également de leur impact dans l'économie circulaire, c'est le rechapage. Cette technologie, elle existe depuis des lustres, elle a été surtout développée après la guerre, et elle a un impact énorme sur le coût des produits que l'on met dans le marché, mais également sur l'impact environnemental qu'elles ont. Je peux vous donner quelques chiffres. Quand on rechappe un pneu, ça consiste, une fois qu'il a été complètement usé, à le refaire à l'état neuf, c'est-à-dire le récupérer auprès du client, le réparer, le visiter s'il est en bon état pour faire ce rechappage, et puis après de régénérer complètement ce qu'on appelle la bande de roulement, c'est-à-dire la partie qui est en contact avec le sol, et de le revendre comme un pneu. Donc cette opération de rechappage, elle permet d'économiser des matières premières et donc de facto, comme on utilise du caoutchouc naturel, les surfaces qui correspondent à la fabrication de ces matières premières, de générer aussi des économies sur le CO2, de la pollution dans l'air et même de la consommation d'eau. Je ne sais pas si les chiffres sont intéressants, mais ces économies sont importantes. Ces systèmes de rechappage se sont développés essentiellement dans les applications B2B. On en parlait tout à l'heure. C'est là où sont souvent les pneus les plus gros. C'est là où justement les économies qu'on arrive à faire permettent de faire vivre ces modèles. Aujourd'hui, en Amérique du Nord, en Europe, eh bien, par exemple, les pneumatiques d'avion, les pneumatiques de poids lourds, et là ce sont des très gros volumes, sont rechappés. En tout cas, c'est ce que nous proposons. Tous les pneumatiques ne sont pas rechappables, mais les pneumatiques de qualité sont rechappables, et on doit effectivement travailler de très très près avec les consommateurs, avec les clients, pour arriver à leur faire comprendre l'intérêt pour eux d'utiliser des pneus rechappés, leur intérêt économique, et évidemment nous-mêmes de retrouver notre intérêt économique là-dedans. Ça, cet équilibre-là, il a bien été réalisé, il est toujours bien réalisé pour ces catégories de gros pneus, même si aujourd'hui nous sommes confrontés à des concurrences de pneumatiques qui viennent d'autres marchés et qui peuvent mettre à mal la performance économique de ces pneus rechappés. Des pneus venant d'Asie peuvent, à l'état neuf, coûter moins cher finalement à l'achat que des pneus que nous avons rechappés, des pneus Michelin rechappés. Et donc, la seule façon, ultimement, d'arriver à convaincre le client et avoir quelque chose de pérenne en termes d'échange économique, c'est de passer à d'autres modes de commercialisation, c'est-à-dire effectivement ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est la location. Par exemple, dans le cas des compagnies aériennes, eh bien, de vendre les pneumatiques à l'atterrissage et de gérer nous-mêmes les pneus neufs, leur contrôle, leur suivi et leur rechappage, leur réparation, de manière à trouver un bon équilibre avec le client. Même chose en poids lourd, même si là, on voit bien que la concurrence, nous avons fait récemment, un rapport a été publié par Ersun qui fait l'état de la situation du rechappage en Europe, qui montre qu'il y a des emplois protégés. Ça a été évoqué dans le panel précédent. L'industrie du rechappage des pneus en Europe représente 4000 emplois. Si elle amenait à disparaître, évidemment, ça serait, outre tout ce que j'ai évoqué comme gain de matières premières, d'eau, de génération de CO2, etc., ça serait évidemment aussi un impact social, et nous essayons de lutter pour protéger cela. Alors, là, je vous ai évoqué un volet qui est le rechappage.
qui fait partie donc le chapitre Renew de notre stratégie 4R. Je vais évoquer un autre chapitre qui est le Reduce, qui en fait correspond à l'augmentation de la durée de vie, qui est un des grands enjeux, un des grands chantiers que nous avons aujourd'hui et qui touche lui plutôt le secteur du B2C, c'est-à-dire les pneumatiques pour les voitures, vos scooters, vos motos, enfin tous les véhicules que le grand public utilise. Et là, effectivement, la question qu'a posée Laetitia tout à l'heure concerne le fait que les produits Michelin, et pas que les nôtres, sont des produits qui sont évidemment conçus pour essayer d'être d'abord sécurité, ça c'est la première chose, mais également pour durer le plus longtemps possible. Il y a des réglementations, il y a en particulier une réglementation, souvenez-vous-en, qui est très simple, c'est 1,6 mm, c'est la profondeur de sculpture restante, mini, qui est autorisée pour rouler avec des pneumatiques dans le monde entier. Tous les pays du monde entier ont cette réglementation. Or, la pratique, c'est que, encouragée par certains concurrents, encouragée parfois aussi par certains distributeurs, de faire retirer à l'usager le pneumatique plus tôt. On a des statistiques extrêmement précises là-dessus, et les impacts économiques et pour le consommateur, l'impact pour l'environnement sont absolument colossaux. On a en gros aujourd'hui dans les pays développés un retrait à 3 mm sur des profondeurs de sculpture de pneus qui font, on va dire, 8 mm en moyenne. Donc on perd 1,4 mm en moyenne sur 8 mm, c'est-à-dire pas loin de 25% de la durée de vie des pneumatiques, encouragée par on va dire d'abord par méconnaissance, encouragée par certains distributeurs et encouragée par certains fabricants. D'où notre volonté de travailler ce sujet et on rejoint là tout ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire des campagnes de communication auprès du grand public, auprès du pouvoir public. Et pour pouvoir, j'allais dire encore plus, encourager les consommateurs et je dirais quelque part les rassurer, puisqu'il y a quand même peut-être un petit souci ou une petite inquiétude du consommateur sur sa sécurité quand il atteint la fin de vie de ses pneus, d'encourager la mise en place de tests sur pneus usés, puisque malheureusement, aujourd'hui, notre industrie, et les réglementations qui existent à l'échelle européenne, mondiale, ne se font que sur des pneus neufs. C'est d'aller vers des tests sur les pneus usés, de manière à donner une information qui encourage, j'allais dire, permette au consommateur de se rassurer sur ce qui va se passer pendant toute la durée de vie de son produit et finalement de l'encourager à l'utiliser jusqu'au bout, alors que justement ces pneus ont été conçus justement pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au fameux 1,6 mm. Donc ça, c'est une grande campagne que nous avons lancée maintenant depuis quelques mois, que nous développons partout. Nos produits, dans ce sens, vont être améliorés en permanence sur ce qu'on appelle la performance sécuritaire fin de vie et nous allons communiquer de plus en plus sur les performances fin de vie du pneu en attendant que des réglementations se mettent en place que nous appelons de notre vœu le plus cher pour pouvoir justement complètement asseoir le fait qu'un pneumatique peut être utilisé jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, en conclusion, je voudrais dire qu'une stratégie que nous développons depuis très longtemps, basée sur l'innovation et la qualité, au sein de l'économie circulaire, eh bien, c'est une stratégie qui, finalement, on pourrait la résumer en disant faire mieux avec moins de ressources. C'est ça que nous cherchons à faire tous les jours. Je crois que ça a été dit tout à l'heure, les industriels, ils vivent ça tous les jours, ils essaient de le faire le mieux possible. Je pense que Michelin est une société comme ça, et je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour aller dans ces modèles complètement, j'allais dire, vertueux en matière d'économie circulaire, mais nous y œuvrons tous les jours et les réglementations peuvent nous aider pour pouvoir encore mieux asseoir ces modèles-là. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, on va passer un petit tour de questions. Si Jeanne veut bien nous aider à passer le micro et les post-it, parce que vu le temps, on ne pourra pas non plus en prendre beaucoup.
Simplement, pour conclure une partie des débats, des interventions, je voudrais vous dire qu'ici, on a parlé des pneus, des cafetières, des fers à repasser. Il existe aussi un problème sur les imprimantes. On a fait un rapport d'enquête sur les imprimantes cas d'école d'obsolescence programmée, où on ne parle pas seulement des problèmes, mais aussi des solutions. En termes d'éco-conception, on cite les bons exemples, donc il faut quand même le noter. C'est très intéressant et ça a mobilisé des bénévoles chez nous et pour un travail vraiment approfondi. Donc je vous invite à vous renseigner sur les rapports qui sont prévus juste en dehors. Et un mot pour vous annoncer aussi que l'association challenge les entreprises sur parfois des cas d'obsolescence programmée comme on peut le voir, mais aussi compte sur des acteurs qui sont mobilisés, qui sont investis pour aller vers des produits plus durables et réparables et à lancer son club d'entrepreneurs engagés pour des produits durables et réparables qui compte une dizaine de membres et qui a vocation à s'étendre et à s'allonger parce qu'on pense qu'il y a vraiment une synergie possible et sorte de coalition des forces pour aller vers des modèles économiques, comme on a pu le voir, qui sont vraiment intéressants et qui auraient intérêt à se déployer. Alors, passons tout de suite à quelques questions, s'il y a des mains dans la salle, et puis si Aurélie aussi, qui est en charge de la communication chez nous, veut bien prendre des petits post-it ici, à côté de la table, à côté de moi, pour les distribuer, pour qu'on puisse garder vos questions bien ou vos solutions bien en tête pour y répondre dans le cours du colloque et peut-être aussi en conclusion. Alors, quelqu'un qui ne s'est peut-être pas il y a plusieurs exprimé avant. J'avais moi-même juste une question, je me permets de la poser. On peut en prendre deux, par exemple, on peut combiner... On en fait plusieurs à la suite et on répond. Je voulais m'adresser à Jean-Pierre Blanc. Vous avez raconté donc toutes les difficultés, toutes les galères pour le développement de votre machine à café. Ma question, elle est simple et c'est pourquoi à tout prix vouloir développer une nouvelle machine à café si c'est si difficile et s'il existe par ailleurs sur le marché des machines à café qui sont démontables, sans produits jetables, sans dosette, qu'elles soient en plastique ou en papier ou pas. Pourquoi vouloir à tout prix innover et créer de nouveaux produits ? C'est ma question, elle est simple. On va prendre plusieurs questions. Alors, on fait une intervention courte, s'il vous plaît, pour pouvoir en prendre plusieurs et puis aller manger dans des délais raisonnables avant qu'on meure tous de faim. Promis Laetitia, ma question est pour Monsieur Delmas, s'il veut bien. Le modèle d'économie de fonctionnalité a été introduit, je dirais, sous la contrainte chez Michelin parce que les transporteurs ne voulaient pas payer le produit nouveau et efficace à son prix. Alors, après, une fois que vous avez été convaincu, vous l'avez élargi, notamment aux avions, c'est ce que vous avez dit. Ma question est la suivante. Si vous rencontrez demain une entreprise qui n'est pour l'instant pas convaincue, pas sous contrainte par le marché, quel message, quel conseil lui donneriez-vous pour convaincre cette entreprise de passer à l'économie de fonctionnalité, néanmoins, parce que c'est un modèle qui est beaucoup plus rentable finalement et beaucoup plus compétitif que les modèles classiques. Merci. Prendre une autre et puis faire là une personne ici. Là, il y a quelqu'un qui levait la main depuis peut-être de l'autre côté le micro parce que là on va... Ah oui, mais en fait il n'y a qu'un seul câble. Donc il ne marche pas celui-là. Soit vous parlez assez fort pour faire entendre, soit ça prend du temps. Oui. Je sais pas s'il marche ce micro ici, là, je crois pas. Il n'est pas branché en fait, il n'y a pas de XLR. Ouais. Pensez-vous que l'affichage puisse vous aider dans votre démarche ou qu'est-ce que vous rechercheriez en fait pour vous aider dans cette démarche? Vous parlez des travaux qui sont en train de se faire sur la durée de vie. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire ou est-ce qu'il y aurait d'autres moyens? D'accord. Quelle est votre position en tant que... Très bien. On va peut-être faire un tour des réponses avant de prendre d'autres questions pour pas qu'on les oublie. On en prend d'autres. On prend des notes. Alors, on va prendre 2-3 questions en plus. On va faire parité homme-femme, comme ça.
Alors moi j'avais une question qui rejoint un peu, en tout cas sur les cafetières. C'était effectivement, donc il y a eu un gros temps de recherche et développement pour améliorer cette cafetière. Une fois que c'est fait, la question de l'open source qui va avec la question du modèle économique, c'est si vous avez fait cet effort et que vous avez des bonnes solutions, est-ce que vous pensez les mettre du coup de manière libre, documentée, etc., pour en fait promouvoir de manière plus globale sur la société ces solutions et pas rester dans une logique de voilà, nous on développe ça, c'est notre marque, on va dire, et du coup pour moi on perd un peu l'aspect voilà, plus global d'action sur la société. Donc ça c'était une chose, et donc qui se rejoint aussi avec les outils informatiques et ce qui sont open source. Et l'autre chose c'était, donc on a entendu l'idéal c'est un produit qui ne tombe pas en panne. Oui d'accord, mais pour moi ce qui est quand même intéressant et que soulevait donc la startup, c'est en fait la place de l'utilisateur par rapport au producteur. Et en fait que la technologie, c'est quand même un levier aussi un peu un rapport de force entre ceux qui produisent et ceux qui consomment et qui sont à la base restés dans cette position de juste consommation. Et pour moi, si l'utilisateur est amené un peu dans les cycles de production, enfin de conception, de réparation, etc., disons que de manière globale sur la société, ça participe à de moins subir et d'être plus au cœur de toutes les problématiques qui sont posées en fait. Voilà. Devant, il y avait une question. Et on va prendre Agnès derrière aussi après. Oui, alors moi j'avais plutôt une question pour Seb et Michelin, mais bon, pourquoi pas Malongo, c'est quelles sont les répercussions en termes économiques et sociales, économiques en termes d'emploi, de part de marché, profit, etc., et puis sociales en termes de qualification, d'augmentation de salaire. Prendre la dernière question à Agnès, mais désolé, après on va pas pouvoir prendre tout le monde, mais n'hésitez pas à écrire sur les post-it et à les donner à nos bénévoles, on va les garder bien en tête. Merci beaucoup. Agnès Benazuc, France Nature Environnement. On a un petit peu parlé des filières REP, c'est Baptiste Leguet notamment qui en a parlé à travers la modulation de l'éco-contribution, mais on en a très peu parlé. Aujourd'hui, il me semble que c'est quand même une instance intéressante pour travailler sur l'éco-conception notamment parce que ça regroupe un certain nombre d'acteurs, y compris des distributeurs. Donc je ne sais pas s'il y a des intervenants qui ont quelques mots à dire sur les filières REP et comment on utilise ces instances-là pour travailler un peu plus sur l'éco-conception. Merci, on va arrêter du coup les questions pour le moment. De toute manière, les REP, je crois qu'ils sont tous concernés, donc ils auront bien un mot à en dire. Alors, chacun son tour, 2 minutes s'il vous plaît, pour qu'on puisse aller déjeuner et suivre Camille au buffet zéro déchet. Écoutez, je vais commencer peut-être. Alors d'abord, je m'adresse à monsieur là, qui m'a posé... Non, on n'a pas vraiment été... poser le modèle de fonctionnalité. En fait, je dirais que c'est une façon effectivement élégante de répondre aux attentes du consommateur et de répondre à la question de la performance par rapport au prix qu'il est prêt à mettre. Donc c'est quelque chose qui est venu assez tôt et qui nécessite une organisation parce qu'il faut suivre les produits, il faut être capable de mesurer tout ce qui se passe chez l'usager. Et d'ailleurs, ça a quelque chose de très vertueux parce que c'est pour rejoindre mon collègue de droite, c'est une façon d'être très près du client, de bien comprendre l'usage et de savoir ce qui se passe avec son produit, justement dans son usage. Ça a des retombées en conception, mais ça a des retombées évidemment dans la façon d'interagir avec lui sur le plan commercial. Donc je voudrais juste dire que ça n'est pas une obligation, on n'a jamais été forcé pour ça. Par contre, il est clair que quand on se heurte à des concurrences, à des produits qui arrivent à bas prix et qui, eux, n'ont pas les mêmes propriétés, les mêmes performances, c'est un modèle qui fonctionne très très bien par rapport effectivement au simple modèle qui est beaucoup plus simple de vendre ses produits et puis après de ne pas se soucier trop de ce qui se passe dans leur usage. Donc nous avons cette politique de développer cette approche fonctionnelle, quels que soient les types de produits, y compris des produits qu'on vend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un produit qui est vendu, et on rejoint la question sur les garanties, la façon d'utiliser son produit, moi, dans l'industrie du pneumatique et Michelin, il y a quelque chose de très basique, et je vous recommande de tous le faire, c'est tout simplement de vérifier la pression de ses pneus et de vérifier qu'on met la bonne pression dans ses pneus. Les économies qu'on peut faire tous les jours avec ça sont absolument colossales. Donc c'est un basique, mais il faut le faire. J'évoquais tout à l'heure le 1,6 mm par rapport à 3 mm. On a fait des estimations. Si les consommateurs, de manière vertueuse, utilisaient leurs pneus jusqu'au bout, dans le monde entier,
les chiffres sont absolument sidérants. C'est 400 millions de pneus par an qui seraient économisés. C'est 35 millions de tonnes de CO2 qui seraient économisées. On ne le fait pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est nous pensons qu'il est encore, et ça renvoie vers le prochain, je crois, workshop sur le rôle du consommateur. Il faut absolument travailler en relation étroite avec les consommateurs dans la façon de mener la transaction commerciale, mais à la façon de l'informer, et même à travers les réglementations, mais également les informations qu'on peut lui donner sur la façon d'utiliser le produit, de le réparer, de le suivre. Donc ça, c'est vertueux, ce n'est pas une obligation, c'est vital, c'est le cœur du business model, et c'est comme ça que nous fonctionnons depuis des décennies, et on continuera à le faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Si en même temps que nos intervenants répondent, si vous voulez donner vos post-it, puisqu'ils ne pourront pas spécialement avoir plus de questions pour qu'on puisse les afficher. Aurélie est en train de passer parmi vous. Oui, je peux répondre en attendant à pourquoi innover avec une nouvelle machine. Ça correspond à un besoin du marché, un besoin du consommateur, puisqu'il y a eu une grande évolution sur le mode de consommation, qui est le développement des doses individuelles. Donc nous, on était très axés sur le développement durable et on voulait rester dans le marché. Donc on a créé un produit spécifique qui est cette dose individuelle en papier naturel. Et donc on n'a pas trouvé de constructeur qui puisse développer pour nous un modèle spécifique. Donc on a décidé de prendre une autre casquette et de le faire nous-mêmes avec les difficultés que ça a. Mais ce n'est pas par plaisir, je veux dire. On a d'ailleurs été pas mal en discussion sur un certain nombre de sujets, mais bon, chacun après a sa stratégie, a sa politique, donc c'est toujours un peu compliqué, mais surtout ce qu'on ne voulait pas, c'est rester en dehors d'un marché et surtout laisser se développer un marché qui finalement produit beaucoup de déchets, alors qu'on avait un modèle qui produisait peu de déchets. Voilà, donc, faut faire simple. L'affichage... voilà, c'est ça. Et donc, l'affichage de la durée de vie du produit, c'est une bonne idée, mais je dirais c'est peut-être une fausse bonne idée parce que, en fait, on ne la connaît pas, la durée de vie du produit. Parce que, prendre un exemple d'une pièce, et c'est arrivé combien de fois, vous faites une pièce au 4/10e qui est bien, au 4/100e qui est bien réglée, etc. Vous en faites 10 000 sans problème, et puis vous avez votre injecteur qui a modifié son paramètre d'injection sur le truc, et vous avez un dixième qui part et vous ne pouvez pas contrôler individuellement toutes les pièces, donc vous faites par sondage, etc. Et vous pouvez avoir des lots qui n'ont pas la durée de vie parce que cette pièce-là, qui était destinée à être clipsée, par exemple, elle ne se retrouve plus clipsée. Donc des cas comme ça, il y en a des dizaines, des centaines, et donc c'est très difficile. Par contre, un engagement de l'entreprise pour dire, moi, mon produit, je le garantis tant d'années ou tant de cycles, ça c'est quelque chose qui me semble tout à fait possible, puisque dans ce cas-là, c'est nous-mêmes qui prenons cette responsabilité. Un échange de machines. Les gens envoient la machine et vous envoyez. Voilà, où on répare, enfin, toutes les solutions sont envisageables. Alors l'open source, oui, pourquoi pas sur les pièces détachées, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans notre cas de figure, c'est peut-être plus... Oui, mais on est dans un monde quand même en compétition où on est tout petit. On est tout petit, il y a des très très gros, et je ne sais pas si ça serait une bonne solution pour les programmes sociaux et pour le développement des emplois à l'intérieur de notre entreprise. Philippe, je vais me permettre comme observateur de répondre à sa place. Je veux dire, parce que c'est ce que je lui glissais à l'oreille tout à l'heure quand vous avez posé la question. Le boulot de Malongo, c'est de vendre du café et d'essayer de vendre du café proprement. C'est plutôt du café bio, souvent des filières équitables, etc. Donc, dans un monde où il y a effectivement quand même des acteurs un peu dominants sur le marché du café, que je ne vous citerai pas, vous devez les connaître, dire que la logique de la solution propriétaire, c'était aussi une solution pour défendre leur niche de marché, dès lors qu'ils n'allaient pas attaquer frontalement les solutions, justement, standardisées de leurs petits camarades. Voilà. Oui, non, mais ensuite non, mais d'accord, mais je te dis, bon, voilà. Alors, moi, il y a deux points sur lesquels je voudrais dire un mot par rapport à à la question que vous avez posée. Moi, je suis évidemment d'accord sur l'idée que c'est bien de développer l'autonomie des gens.
Et donc tout ce qui est de ce point de vue-là, Hyper Café, mise à disponibilité des plans, enfin, tout ce qui permet aux gens d'être autonomes, c'est bien. En même temps, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ce qu'on fait pour l'instant avec une imprimante 3D, c'est justement la petite pièce en plastique, j'allais dire à la con, qui fait que vous ne pouvez plus vous utiliser votre frigo, votre cuisinière, et ça, c'est vraiment énervant. En revanche, compte tenu de ce que sont les techniques de production aujourd'hui, je veux dire, de toute façon, vous n'allez pas fabriquer la batterie de votre iPhone sur l'imprimante 3D, ni son écran. En revanche, ce que vous pouvez exiger, c'est que ce soit démontable, que ce soit changeable, et que l'accès aux pièces détachées soit à un prix qui soit réduit. Donc, je veux dire, on est forcément dans des compromis. On ne va pas tout refaire par soi-même. Mais je suis d'accord avec... Bon, je pense qu'on est d'accord. L'important, c'est d'abord de donner plus d'autonomie aux gens. Alors, il y a eu une très bonne question de la dame du FNE. C'est vrai qu'on en a juste parlé à un moment dans la première table ronde. Alors, il y a évidemment un enjeu, d'ailleurs, pour avoir réfléchi sur des programmes de candidats il y a quelques mois, la question de l'extension des filières REP à de nouvelles filières, parce qu'elles sont quand même très limitées aujourd'hui, il y a quelques filières, c'est un enjeu majeur, et la question, effectivement, de la variabilité de la taxe, de l'écotaxe, est aussi un enjeu très important. Pour autant, je pense que ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Pourquoi ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui? Parce que ce qui fait la vertu d'Alt à l'obsolescence programmée, et c'est pour ça que moi je suis très fier de participer à votre comité Théodule, là, c'est qu'on est en amont des questions de recyclage. Parce qu'on pense que, enfin je pense que notre conviction, c'est que le recyclage, c'est la dernière solution. Et c'est pas parfait, ça a des tas de défauts, ça coûte de l'énergie. On sait très bien que quand on recycle 3 fois de suite de l'acier, au bout de 3 fois, il devient inutilisable parce qu'il commence à y avoir un peu de cuivre dedans, etc. Il y a plein de problèmes autour du recyclage. Et l'idée qu'on va pouvoir continuer à consommer autant de la même façon et comme des sauvages, parce qu'à la fin, tout est recyclé et qu'on peut dormir sur nos 2 oreilles, c'est une idée qui est parfaitement fausse. Donc les priorités, c'est d'abord de ne pas avoir à recycler, soit avec des produits qu'on ne fabrique pas, et les meilleurs produits qu'on recycle, c'est les produits qu'on n'a pas fabriqués. Et ça veut dire que quoi? Que les produits qu'on a fabriqués, eux, ils durent plus longtemps, qui sont réutilisés, qui sont réparables, etc. Donc, mais ça n'empêche pas que vous avez raison, que l'extension des filières REP et tout le sujet là-dessus est un vrai sujet aussi. Pour poursuivre le plaidoyer, je vous invite à vous fournir le livre du jetable durable. Merci beaucoup, Philippe. On finit en 1 minute chacun, top chrono, s'il vous plaît. Désolé. Ouais. Non, on ne va pas pouvoir traiter toutes les réponses. Moi, sur l'affichage, je suis assez aussi nuancé comme mon collègue de Malango. Ça marche bien quand c'est sur un point très précis. Par exemple, l'affichage sur l'efficacité énergétique, ça a extrêmement bien marché. Parce qu'en fait, tout le monde s'est mis d'accord assez vite sur qu'est-ce qu'on mesurait et quel scénario d'usage. Là, ça fonctionne. Pour se mettre d'accord sur le scénario d'usage d'une durée de vie, honnêtement, on n'y est pas encore. À mon avis, on n'y est pas. C'est d'une complexité telle que vous devez chercher d'autres moyens que ça. Voilà. Mais je les ai pas. Et j'ai pas la solution. Hein. Donc, voilà. J'ai pas, mais si vous voulez, on en parlera tout à l'heure. Il y avait une question aussi sur donc les filières REP. Moi, je suis un grand chez SEB, on est des grands défenseurs des filières REP. On pense même qu'on a un modèle. Alors, ce modèle-là, il est aussi challengé en Europe. Hein, et il ne fait pas l'unanimité partout. Il y a des pays qui voudraient bien s'en débarrasser ou ne pas l'utiliser. Pardon, oui. C'est la responsabilité élargie du producteur. C'est tout le système de l'éco-contribution avec... Alors nous, on travaille avec Écosystème, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a Ecofolio, il y en a plein d'autres. Voilà, donc c'est un système assez vertueux quand même. Hein. Et il y a des pays où ça n'existe pas, où c'est les collectivités locales qui sont en charge du recyclage. Avec d'autres problèmes, à mon avis. Hein. Et ça nous emmènerait trop loin. Sur l'impact, la question de madame, c'était juste pour bien comprendre. C'est quoi la question? C'est sur l'impact social et environnemental de la réparation, c'était ça, ou c'était autre chose? Ah, c'était plus pour Michelin, alors d'accord. Oui, j'ai essayé de répondre. C'est une question extrêmement complexe, dans la mesure où nous avons inscrit tout notre business model dans l'économie de la fonctionnalité et dans le cadre de l'économie circulaire. Je dirais que tout tient à ça. Donc il est très difficile d'extraire ce qui coûte, ce qui rapporte. Pour nous, c'est une façon d'être depuis des décennies et donc je ne serais pas capable de répondre exactement à la question. Alors on a fait une étude, je l'évoquais tout à l'heure, sur le rechappage qui montre ce que
ce qu'est le rechappage en Europe, c'est 4000 emplois. Et effectivement, si le rechappage en poids lourd devait disparaître comme il a disparu pour les pneus de véhicules tourisme, eh bien, c'est 4000 emplois qui disparaîtraient, plus tous les gains que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est un exemple qu'on peut donner. Voilà. Je voudrais juste peut-être répondre aussi sur l'usage. Moi, je partage... Très rapidement, ce que Benjamin n'a pas encore dit. Sur la durée de vie des produits, je partage les mêmes réserves. C'est qu'un pneumatique, selon la façon dont on l'utilise, les durées de vie évoluent varie énormément. Il nous paraît beaucoup plus important d'encourager l'usager, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'utiliser le pneu jusqu'au bout, de bien comprendre comment il l'utilisait et l'utiliser jusqu'au bout pour en tirer le meilleur parti. Mais par contre, afficher une durée de vie, ça c'est extrêmement compliqué. Juste un pneu tourisme, entre l'Auvergne, la région parisienne, le gars qui roule vite ou pas vite, etc., il y a des rapports de 1 à 10 pour le même type de... Non, Jean, on ne poursuit pas le débat, s'il vous plaît. Donc, on conclut le débat. Je pense que la durée de vie, c'est pas simple. C'est pas simple, voilà. Alors, juste... Non, on va continuer les débats en dehors de cette salle. Avant de donner la parole à Benjamin, qui a le droit de s'exprimer pour conclure cette table ronde, simplement, on suivra Camille, qui est juste derrière cette porte, qui connaît bien le Sénat pour y travailler, parce que sinon, on va se perdre. Donc, une grande brune aux cheveux longs. Et puis, simplement, je compte sur vous pour la prochaine table ronde sur les logiciels. Et vous saurez enfin pourquoi est-ce qu'on attaque Epson. Donc, je vous invite vraiment à le découvrir. Ben justement, vous le saurez si vous venez à 14h. Et donc, voilà, je donne la parole à Benjamin. Et avant de partir, j'aimerais juste vous inviter à faire un petit jeu pour marcher gaiement jusqu'au buffet, de simplement saluer vos voisins, peut-être qu'il y en a que vous n'avez pas encore rencontrés, leur dire bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie, et puis ensuite vous dirigez simplement vers le buffet. Benjamin, et on y va. Ouais, je vais juste conclure sur l'open source, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous concerne directement, vu qu'on a une solution web. Du coup, en fait, je vais revenir simplement sur les clients qu'on a. C'est vrai que je n'ai pas pu préciser, mais ça va de la start-up monoproduit, qui a un seul produit, un seul opérateur de SAV, à une ETI qui fait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a qui a 15 000 références dans son catalogue. Ce n'est pas le même système logistique. Ce qu'on souhaite faire, on n'avait pas avant la technologie pour, maintenant c'est bon, c'est sur un périmètre relativement limité qui concerne un produit et une petite boîte avec un seul opérateur qui puisse y avoir accès pour qu'ils puissent le mettre en place eux-mêmes. En revanche, dès qu'il y a beaucoup plus de paramétrage et de customisation, évidemment, ça reste notre propriété. Vous pourrez lui demander à l'extérieur. Merci beaucoup à tous pour votre assiduité.